Inhumation des gendarmes tombés dans l'attaque d'Inata ce matin au cimetière de Gounguen. 37 gendarmes ont été enterrés. Aucune autorité politique n'a effectué les déplacements au cimetière. Les familles des victimes dénoncent des conditions d'enterrement indignes de leurs proches au vu du sacrifice ultime consenti pour la défense de la patrie. 11 décembre à Ziaré, dans la région du Plateau central, un mouvement demande le report des festivités. La raison avancée, la situation sécuritaire de plus en plus délétère. Ce matin, ils ont battu le pavé pour remettre un message au gouverneur de la région. Coupure de la connexion Internet depuis plus de 72 heures, le coupable du désarroi des populations burkinabais est désormais connu. Le gouvernement s'est officiellement signalé ce matin dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement. Cette décision crée des frustrations au sein de la population. Les activités comme celles des acteurs des médias en ligne sont touchées de plein fouet. Vous les entendrez dans un instant. Bonsoir, merci d'honorer ce rendez-vous de 20h. Des victimes de l'attaque du détachement militaire de Inata, 37 gendarmes au total, ont été conduits à leur dernière demeure ce 23 novembre au cimetière municipal de Gounguen. L'émotion était vive. Des parents de victimes indignés ont dénoncé les conditions d'inhumation de leurs proches. Des conditions jugées peu respectables au vu du sacrifice de ces gendarmes pour défendre la patrie. Michael Tougré. Vous les avez décorés, certes. Merci pour vous. Si vous ne pouvez pas les... Il a fallu plusieurs heures de tractation pour aboutir enfin à un compromis, celui d'accepter de voir inhumer les 37 gendarmes tombés dans l'attaque de Inata. Les proches des victimes ont refusé de voir leurs parents enterrés dans cet homme. Ils reprochent aux autorités des conditions d'inhumation jugées indignes pour ces gendarmes qui se sont battus pour la patrie. Des tombes qu'ils qualifient d'exigus. Il y a un minimum de respect pour les gens. Il y a un minimum de respect. Ça, c'est un enterrement. Filmer la tombe, ça, c'est une tombe. Quand même, un peu de respect pour les peuples. Là. Un peu de respect. On refuse. De toute façon, aujourd'hui, qu'ils viennent, on va leur dire les 4 vérités. Ce sont les gens qui sont morts dignement pour la patrie. On ne peut pas venir les jeter comme ça dans un trou de rats. Quand même, il y a une considération. Quand même, on leur demande des solutions ici. Pourquoi ils ne disent pas? Des négociations sont engagées, mais les protestataires campent sur leur position. Le lieutenant de gendarmerie tente de convaincre la foule très remontée. Et le ton finit par monter entre les manifestants et le lieutenant. Il faut libérer. Libérer. J'ai dit, l'armée ne peut pas décider d'enterrer, de mal enterrer des gens qui ont vaillamment défendu le pays. Ce n'est pas le cas. Même pour des mesures d'hygiène, personne ne va décider de mal enterrer les gens. On explique enfin. Il n'y a aucun problème ici. Finalement, un terrain d'entente est trouvé et les véhicules transportant les dépouilles arrivent au cimetière municipal de Gounguen aux alentours de 13h30. Les 37 gendarmes tombés sont enterrés par leurs frères d'armes avec le soutien de la population fortement mobilisée pour ce rendez-vous du dernier au revoir. Les visages des uns et des autres traduisent toute la tristesse des familles endeuillées, mais aussi des interrogations sur le drame de Inata pouvaient aussi se lire sur les visages. Et certains finissent en larmes parce qu'ils ne reverront plus jamais leurs proches. Aujourd'hui, c'est une occasion qu'on vient pour accompagner nos défunts et donner les prières. Voilà, que Dieu vraiment les accepte. Voilà, et dans son royaume, comme on le dit, il apaise voilà, le cœur voilà, des vraiment familles. La situation sécuritaire est de plus en plus difficile et les forces de défense et de sécurité de plus en plus harcelées par les groupes armés. Et pour ceux proches des victimes, l'heure n'est plus au discours. S'adressant au président du Faso, il faut faire très vite trouver des solutions face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso avec son corollaire de déplacés internes, mais aussi de pertes en vies humaines. 6 ans, c'est des pertes en vie humaine. Aujourd'hui, on a perdu combien des hommes de tenue dans ce Burkina Faso. On ne peut pas continuer sur ce système. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. La solution, c'est pas l'ère des discours maintenant. On a fini avec ça. Il faut qu'on aille à des solutions propres et adéquates
Voilà. L'attaque terroriste du détachement militaire de Inata a fait, selon le communiqué du gouvernement, 49 gendarmes tués le 14 novembre dernier. Il faut le rappeler qu'à cette cérémonie d'inhumation, aucune autorité politique n'a effectué le déplacement du cimetière municipal de Gounguin. Face à la situation sécuritaire marquée par le terrorisme qui continue d'endeuiller le Burkina Faso, un mouvement spontané est né dans la région du plateau central. Ce mouvement, dénommé Itenga Nanda, ou pour notre patrie en français, a organisé une marche ce matin pour demander le report pur et simple des festivités du 11 décembre prévues dans la ville de Ziaré, région du plateau central. Abdourahim Nienye, Sanata Serré. Forte mobilisation ce mardi à Zignaré, ville hôte des festivités du 11 décembre 2021. Alors que tout est mis en œuvre pour que la fête soit belle, les populations, elles, exigent le report de la commémoration en raison de la situation sécuritaire difficile du pays. Elles ont répondu favorablement à l'appel du mouvement Itenga Nanda pour exprimer leur doléance. Quand bien même le gouvernement a décidé de commémorer dans la sobriété, les leaders du mouvement spontané Itenga Nanda jugent inopportune cette célébration et souhaitent son report à une date ultérieure. Aujourd'hui au Burkina Faso, la paix ne règne plus. Aujourd'hui au Burkina Faso, les citoyens vivent dans une psychose totale. Et je pense qu'en ces périodes de deuil national, en ces périodes de bilan macabre quotidien, à travers les différentes régions du pays, l'heure n'est plus à la fête. L'heure n'est plus à la bamboulade. Le plus important pour un gouvernement responsable, c'était de dire tout simplement que la fête a été reportée. Sobriété ou pas, une fête reste une fête. Vous ne pourrez empêcher les uns et les autres d'être dans la dynamique de la réjouissance. Et en tant qu'homme intègre, en tant que Burkinabé, portant des valeurs sociales, portant des valeurs d'humanité, personne ne peut se satisfaire de ce qui se passe, personne ne peut s'épanouir dans ce qui se passe, et que fêter une fête dans une sobriété, pour nous, ça n'a aucun sens. Le mouvement a par ailleurs invité le président du Faso à trouver des solutions rapides aux attaques terroristes perpétrées contre les forces de défense et de sécurité et les populations. Pour lui, cette marche vient également en soutien à l'ensemble des régions touchées par l'insécurité. Nous sommes tous des Burkinabés, il n'y a pas de raison que des régions soient en lutte et qu'au plateau central, on se plaise dans notre confort. Ce n'est pas possible. Il y a urgence que nos autorités orientent les énergies et leurs forces, l'intégralité de leurs forces, vers la sécurisation du territoire national, vers la sécurisation des populations burkinabées et apporter des réponses urgentes aux préoccupations sociales et économiques des Burkinabés. Cette marche a eu pour itinéraire la place du Haut Commissariat au gouvernorat où les manifestants ont remis leur doléance à la première responsable de la région. La gouverneure de la région du plateau central, par ailleurs présidente du comité national d'organisation du 11 décembre 2021, a reçu les manifestants et promet de transmettre leur message acquis de droit. Les protestataires menacent à dépasser à la vitesse supérieure si toutefois leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Je le disais en titre, depuis plus de 72 heures du samedi 20 novembre à ce jour mardi 23 novembre, les Burkinabés sont privés de connexion Internet mobile. Une décision du gouvernement apprend-on ce lundi 22 novembre dans un communiqué signé par le ministre de la Communication. Les internautes sont offusqués de cette coupure de la connexion Internet. Plusieurs secteurs d'activité en paient lourdement. C'est le cas par exemple des médias en ligne. Comment s'adaptent-ils à la situation? Quel est l'impact de cette suspension sur l'activité des web journalistes? Les réponses avec Maxime Jean-Eudes Bambara dans ce reportage. À Ouagadougou, comme partout ailleurs sur l'ensemble du territoire national, c'est avec désarroi que les populations ont constaté depuis la nuit du samedi 20 novembre une interruption de la connexion Internet mobile. Pour les secteurs d'activité dépendants de l'Internet comme les médias en ligne, la situation est d'autant plus inquiétante qu'elle porte un coup dur aux activités. Selon le rédacteur en chef du journal en ligne Wakatsira, cette suspension vient comme un coup de marteau sur la tête. On tente de s'adapter, mais j'avoue que c'est un peu difficile. Ça réduit un peu la mobilité des journalistes ici à Wakatsira, vu que s'il y avait la connexion mobile, on a la possibilité de rester sur le terrain, de faire les articles et de les diffuser pour nos lecteurs.
En plus de réduire la mobilité des web journalistes et surtout leur proactivité, l'impact de la suspension de l'Internet mobile est également perceptible au niveau des statistiques. Faute de connexion, le nombre d'utilisateurs ou de visiteurs sur le site web a connu une baisse considérable selon Bourema Dambélé. Si on regarde les statistiques au niveau de Wakat Sera, c'est au minimum 30 000 vues par jour, mais présentement ça aussi entre 8 000 et 10 000, pratiquement le tiers. Sur l'ensemble des utilisateurs, des visiteurs de Wakat Sera, on a environ 80% qui utilisent un téléphone mobile pour se connecter sur le site, soit plus d'1 700 000 personnes qui utilisent un téléphone portable pour se connecter. Donc c'est dire que de par la décision d'un gouvernement, c'est environ 1 700 000 de nos lecteurs qui sont privés d'informations actuellement. À Burkina 24, la réalité est la même. Depuis 72 heures, il a fallu réadapter le mode de travail à la nouvelle donne. Selon Basile Sama, web journaliste dans ce média, cette suspension brusque et inattendue de la connexion vient comme un sabotage de leurs efforts quotidiens dans la recherche, la collecte et le traitement de l'information. Les scoops, c'est pour les radios et puis les télés maintenant. Voilà. De toute façon, les web médias sont plus pour ceux qui sont connectés, et comme il n'y a pas de connexion aussi, bon. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui arrivent à lire, mais on sent c'est pas comme avant. Les gens ne se bousculent plus sur les sites pour lire. Tu mets ton article, tu attends, ça partage peu, ça like moins. Franchement, c'est pas agréable. Du côté des populations, notamment de la jeunesse, pour la plupart passionnés des technologies de l'information et de la communication, et surtout abonnés des réseaux sociaux, cette situation crée un mal-être. Rien, on ne peut rien faire avec le téléphone. Sauf les appels seulement. Juste les appels seulement, on ne peut rien faire. Celui qui a iPhone 12 et celui qui a au moins B310, vous êtes ensemble quoi. Depuis samedi, c'est finalement ce lundi 22 novembre que les Burkinabés ont été situés sur les raisons de cette suspension dans un communiqué du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Communiqué dans lequel le gouvernement indique avoir suspendu l'Internet mobile pour 96 heures à compter du samedi 20 novembre pour des impératifs de défense nationale et de sécurité publique. Cette suspension intervient dans un contexte où les voix se faisaient de plus en plus vives pour réclamer la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Elle intervient également dans un contexte où un convoi militaire de l'armée française en partance pour le Niger faisait face à une farouche opposition des populations du Kaya dans la région du Centre-Nord. Voilà un reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, recevait en audience dans la soirée d'hier une délégation composée des communautés religieuses et coutumières, porteurs d'un message de paix et de cohésion sociale. Ils disent avoir échangé sur les questions d'actualité avec les membres du CEFOP. À l'issue des échanges, la délégation s'est dite satisfaite. Fatima Tanikima. Ce sont des autorités religieuses coutumières du Burkina Faso chez le chef de file de l'opposition politique. Cette visite voulue par ces différents représentants de communautés religieuses coutumières a permis aux deux parties d'échanger sur les questions de sécurité nationale et des derniers événements qui ont fragilisé le vivre ensemble et l'unité dans le pays. Après plus de 2 heures d'échange, les initiateurs de cette rencontre disent repartir satisfaits des discussions. Nous avons eu des échanges très fructueux, un diagnostic sans complaisance de la situation. Ce que nous retenons de très positif, c'est l'amour du bien commun, le devenir de notre nation, et tout le monde est préoccupé de cela. Et nous avons apprécié la disponibilité du Conseil pour le dialogue, la disponibilité en vue du dialogue. Et c'est cela qui va nous permettre de regarder dans la même direction, de diagnostiquer sérieusement ce qu'il faut et ensemble chercher la solution pour le bien de notre peuple. Le cadre de concertation du chef de file de l'opposition politique dit comprendre la démarche de ses leaders religieux et coutumiers. Selon le chef de file de l'opposition politique,
C'était une occasion pour lui et ses collaborateurs de donner leur lecture de la situation nationale et d'écouter les conseils de ces autorités religieuses coutumières. Ils se sont regroupés, donc ils ont réfléchi, ils ont pensé que dans cette situation, il faudrait que l'on s'écoute, que l'on se parle et que l'on s'écoute, et que l'on s'invite au dialogue pour rechercher ensemble une solution à notre problème. Nous sommes tous des compatriotes et le chef de file de l'opposition a réuni le cadre de concertation autour de lui pour écouter le message. Nous pensons que c'est toujours un message de paix et de recherche de paix. Les autres disent qui veut la paix prépare la guerre, mais je pense qu'ils nous ont enseigné que qui veut la paix prépare la paix. Eddie Komboigo dit souhaiter que le message de ces hommes de Dieu et de tradition puisse être entendu et accepté partout où ils passeront. Cette rencontre a aussi servi de cadre pour le chef de file de l'opposition politique de lancer un appel au président du Faso pour le rétablissement de la connexion Internet. Tout autre chose, dans ce 20h, le Comité national des agents de santé à titre privé a tenu une conférence de presse ce matin pour dénoncer les recrutements sur mesure nouvelle de l'État burkinabé. En effet, ces agents disent ne pas être concernés par les recrutements sur mesure en raison du diplôme exigé. Ils demandent à l'État d'autres alternatives pour les agents de santé formés à titre privé. Les explications de Sanata Siré. Selon le communiqué relatif au recrutement des agents de santé sur mesure nouvelle, il n'y aura plus de recrutement sur concours direct et sur mesure nouvelle des agents de santé formés à titre privé sur la base du niveau terminal et 3e. Pour avoir désormais accès au concours direct et tests d'intégration, la nouvelle réglementation exige à ce que les agents de santé formés à titre privé aient un diplôme acquis avec le niveau bac et BEPC. Aussi, ces derniers doivent faire une formation supplémentaire de 9 mois pour pouvoir postuler aux différents concours. Toute chose qui indigne le Comité national des agents de santé à titre privé. C'est qu'il y a, l'État exige maintenant que les diplômes que nous devrons avoir pour pouvoir déposer le test d'intégration, que ce soit le diplôme d'infirmier, voilà, ou le diplôme sage-femme, ou bien agent de santé communautaire. Et voilà. Alors que hier, c'était vous qui avez négocié à ce qu'on vous permet de former les gens avec le niveau terminal. Et aujourd'hui, vous vous levez que subitement, vous ne voulez plus ce diplôme, que vous ne voulez plus reconnaître ce diplôme. Alors que les gens ont balayé leur famille pour aller se faire former. Les conférenciers demandent donc au gouvernement de reconnaître leur diplôme et de trouver de nouvelles alternatives pour les agents de santé du privé déjà formés afin d'éviter leur maintien au chômage. Quant à la formation supplémentaire, le Comité national des agents de santé à titre privé demande qu'elle se fasse sur la base des diplômes qu'ils ont. Nous, on demande, on se met à genoux, on met coude à terre, on demande au gouvernement et à sa tête, le président Roch Kaboré, à travers nous, de ne pas voir notre physique seulement, à travers nous, de voir qu'il y a des vieilles personnes, des vieux qui ont cultivé, franchement. Vous ne savez pas c'est quel calvaire nos parents ont fait pour pouvoir payer nos scolarités. Nous demandons à ce que l'État puisse vraiment continuer à nous recruter. C'est ce que nous, on demande le plus. Continuer à nous recruter jusqu'à ce qu'on finisse. Vous savez que le système de santé au Burkina Faso aussi, a tant besoin des agents de santé. Il n'y a pas dans cette formation sanitaire, vous allez rentrer sans voir des bénévolats. Il y a des centres de santé, surtout dans les CSPS, si le major ou bien la sage-femme décide de partir en congé, le service va rester sans fonctionner parce qu'il n'y a pas de suppléants. Ce sont environ 16 000 agents formés à titre privé qui ne sont pas pris en compte par le recrutement des agents de santé sur mesure nouvelle de l'État. Et ces agents sont composés entre autres d'infirmiers diplômés d'État, de sages-femmes et maïoticiens d'État et d'agents itinérants de santé. Les intéressés disent avoir entamé des démarches auprès des autorités, mais sans succès. Gestion des espaces frontaliers en Afrique de l'Ouest. Des représentants de 16 pays d'Afrique sont réunis à Ouagadougou depuis ce matin. Ils tiennent un atelier de revue conjointe et de planification annuelle de la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine. À cette rencontre, ils dresseront le bilan des activités de la plateforme d'échange et de coordination sur la gestion des espaces frontaliers en Afrique de l'Ouest. L'atelier se tient sur 3 jours et va permettre de trouver de nouvelles initiatives pour renforcer la coopération
coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Ami Valiant et Cheikh Omawi Tranko. Les frontières et les espaces frontaliers de plusieurs pays sont de nos jours confrontés à plusieurs difficultés, au nom desquelles la criminalité transfrontalière, la montée de la radicalisation, de l'extrémisme violent et du terrorisme et la recrudescence des trafics divers. Cette situation a amené les États de la sous-région ouest-africaine à adopter en 2002 certaines mesures en vue d'une gestion concertée et coordonnée des frontières et des espaces frontaliers. Et cette rencontre a pour objectif de procéder à la revue des planifications bilatérales en matière de gestion des frontières en Afrique de l'Ouest et d'impulser un nouveau dynamisme. Pour le ministre de l'administration territoriale, les attentes sont énormes. Nous avons une stratégie nationale en ce qui concerne donc le développement des frontières et la coopération transfrontalière. Et donc les conclusions pourront alimenter davantage nos actions en la matière. Mais surtout, elles vont permettre de consolider les programmes transfrontaliers qui concernent plusieurs pays, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, ça permettra de mieux affiner les outils et de faire de meilleurs résultats au vu de l'évaluation qui sera faite du travail déjà abattu depuis ces 2 dernières décennies. La mise en œuvre de ce programme a bénéficié du soutien de la République fédérale d'Allemagne à travers la GIZ. Cet accompagnement est, selon son ambassadeur, un geste qui a débuté depuis plusieurs années. Et je peux vous dire que cette coopération, comme le disait déjà Monsieur le ministre d'État, est devenue plus importante que jamais. Plus important que jamais parce que ce n'est pas seulement le défi économique et social, mais aussi le défi sécuritaire qui demande une coopération beaucoup plus étroite qu'avant. Les frontières sont des lieux qui ne peuvent pas séparer les gens, qui ne doivent pas séparer les peuples, mais qui sont là pour unifier, pour mettre les gens plus ensemble. Cette rencontre qui s'est ouverte ce 23 novembre prendra fin le 26 novembre prochain avec la présentation des résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine. Éducation inclusive au Burkina Faso, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous poursuit son plaidoyer pour la prise en compte des besoins spécifiques des enfants vivant avec un handicap. Hier lundi 22 novembre, la coalition en collaboration avec l'ONG Humanité et Inclusion a tenu une rencontre de formation sur l'éducation inclusive au profit des leaders coutumiers et religieux. Cette rencontre vise d'un côté à renforcer les capacités de ces leaders sur la question de l'éducation pour tous, mais d'un autre côté, c'est leur adhésion à la lutte qui est recherchée. Maxime Jean-Hugues Bambara. Face aux autorités coutumières et religieuses, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous plaide pour une réelle prise en compte des enfants vivant avec un handicap dans le système éducatif. Il est question à travers cette formation de renforcer les capacités de ces leaders coutumiers et religieux et surtout de les mobiliser pour la promotion de l'éducation inclusive. Nous avons passé en revue l'ensemble des politiques éducatives développées ainsi que les stratégies effectivement qui prennent en compte la question de l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, c'est l'éducation qui ne laisse personne de côté. Vous imaginez, de 2000 à 2015, on a mis l'accent vraiment sur l'éducation pour tous, mais au bilan, on s'est rendu compte qu'aucun objectif n'a pris sérieusement en compte la question de l'éducation des enfants handicapés. Selon le coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, la volonté de prise en compte de l'éducation inclusive est certes consacrée par les textes, mais sur le terrain, le budget alloué à l'éducation inclusive ne permet pas la mise en œuvre des actions planifiées dans les documents. Sur 500 milliards de francs CFA, vous avez pour l'année 2021 138 millions. Et le nombre d'enfants handicapés sur l'ensemble du territoire, on en a plus de 60 000. Alors, 120 millions, 138 millions, ça ne sert pas à grand-chose. À l'issue de cette formation, les participants ont pris l'engagement de s'impliquer dans la promotion de l'éducation inclusive et les droits des personnes vivant avec un handicap. Je pense que c'est comme nous on a reçu ici. Moi, personnellement, je prends l'engagement. D'abord, quand j'arriverai, je vais tout dire au roi et voir comment nous allons aider effectivement
dans le suivi de ce projet. Parce que dire dans le suivi, c'est parce qu'on va travailler à ce qu'il n'y ait pas des gens, des enfants ou même des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Non. Pour une réelle prise en compte de l'éducation inclusive, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous recommande entre autres au gouvernement d'allouer plus de ressources à l'éducation inclusive, d'assurer une formation complète aux enseignants, de doter les enfants handicapés de fournitures et matériel pédagogique adaptés à leur handicap et de réaliser des infrastructures adaptées à ces derniers. Adressage urbain. Bientôt, les habitations, les lieux de commerce et les immeubles auront des adresses exactes. Le maire de la ville de Ouagadougou, les ministres en charge de l'économie numérique et de l'habitat, accompagnés du chef de délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, ont procédé au lancement de la campagne d'adressage urbain. Ouagadougou et Brodioulasso sont les villes concernées. Le maire de Ouagadougou précise que les zones non loties ne bénéficient pas de cette opération. La cérémonie de lancement officielle a eu lieu hier, lundi 22 novembre 2021 à Ouagadougou. Les images avec Mamitria Nakamabou. Dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, il est difficile d'avoir une adresse exacte pour les livraisons à domicile. Les populations se réfèrent généralement aux stations d'essence, les alimentations ou encore les maquis. C'est donc dans le souci de faciliter le repérage des entreprises et la circulation des usagers que la commune de Ouagadougou, en collaboration avec le ministère en charge de l'économie numérique, a procédé au lancement de ce projet dénommé Opération d'adressage urbain. Cette opération consiste à identifier toutes les rues de ces deux grandes villes à travers un nom ou un numéro. Elle vise aussi à apporter une amélioration qualitative au fonctionnement de la géolocalisation. Aujourd'hui, avec le lancement de cette campagne, ça va accélérer la réalisation de cette importante activité et donc nous faciliter l'implémentation du commerce en ligne et faciliter surtout le travail de la poste dans notre pays. Donc cela est à saluer et rapidement, il faut que nous arrivions à trouver les ressources pour étendre aux autres grandes villes de notre pays. Le nom est indiqué à l'angle des rues sur des plaques fixées au mur et sur des poteaux à l'entrée des concessions, immeubles ou encore les lieux de travail. Vous savez que la ville de Ouagadougou aujourd'hui compte 12 arrondissements. La dernière numérotation que nous avons faite, c'est quand la ville avait 5 arrondissements. Avec l'expansion de la ville et l'accroissement de la population, il nous faut trouver un nouveau système pour s'adapter. Donc, je vais demander aux populations de faciliter les jeunes qui vont se présenter à eux pour mettre l'adressage à leur porte. Il faut le dire également, cet adressage est complètement gratuit. C'est-à-dire on ne demande pas un paiement pour pouvoir avoir un numéro. Si on passe devant votre porte, on met le numéro il est gratuit. Des équipes seront déployées dans les semaines à venir sur les 16 394 rues pour accueillir les informations de base. Ces informations vont permettre d'adresser les habitations, les commerces et les lieux publics. Et selon le maire de la ville de Ouagadougou, les zones non loties ne bénéficient pas d'adressage urbain. Elles seront par ailleurs prises en compte dans le cadre de la politique de restructuration. Cette opération bénéficie du soutien de l'Union européenne. Et sport pour terminer, 5e édition de la Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou. La compétition a été lancée ce dimanche 21 novembre 2021. Comme dans les années antérieures, plusieurs disciplines telles que le football, le basketball, le handball et le volleyball sont au rendez-vous. Le thème retenu cette année est sport et vivre ensemble dans un contexte de résilience. Yassine Sawatko. C'est parti pour la 5e édition de la Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou. Cette année, 12 équipes en football vont rivaliser des talents pour s'adjuger le trophée. Et ce match de lancement du tournoi a mis aux prises l'équipe de l'arrondissement 12 à celle de l'arrondissement 2. Malgré la qualité du jeu produit, les deux formations ont partagé la poire en deux avec le score de 2 buts partout. Pour le premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, la Super Coupe du maire en 5 ans d'existence s'est imposée comme l'une des grandes activités sportives de la commune.
Vous savez, aujourd'hui, on le dit partout, hein, le sport est facteur de cohésion sociale. Et aujourd'hui, en matière de sport, il n'y a pas de coloration politique. Quand un joueur joue, en tout cas, il n'y a pas de coloration politique. Donc, nous disons que nous faisons pour le bien de l'ensemble de la population de la ville de Ouagadougou. Cette année, nous marquons la 5e édition, qui se veut être aussi une édition de maturité également, parce que 5 ans, en réalité, c'est notre mandat. Ça veut dire que nous avons un mandat de 5 ans. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes arrivés à maturation. Et ça doit être encore plus intéressant pour cette édition-là. Le thème retenu cette année est « Sport et vivre ensemble dans un contexte de résilience ». Et selon le président du comité d'organisation, rassembler la population autour du sport peut aussi contribuer à la lutte contre le terrorisme. Vous savez que nous sommes dans un contexte assez particulier où aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que face à la situation des crises sécuritaires, nous devons en tout cas rester soudés pour ne pas sombrer en tout cas carrément dans une certaine situation de résignation. C'est pourquoi nous pensons véritablement que le sport, facteur de rapprochement entre les peuples, de vivre ensemble dans un contexte de résilience qui prend tout en compte, nous pensons qu'en réunissant en tout cas l'ensemble de nos citoyens et concitoyens pour faire passer le message et en même temps apporter un message de soutien aux forces de défense de la sécurité pour dire que nous sommes véritablement avec eux. Rappelons que 8 équipes en basketball, volleyball et handball sont en course pour les sacres cette année. En football, 12 équipes championnes de moins de 17 ans des 12 arrondissements vont tenter de se hisser sur la plus haute marche du podium. Les finales du volleyball, basketball et handball sont prévues pour le 12 décembre prochain. Quant à la compétition du football, elle connaîtra son apothéose le 19 décembre prochain. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur cette même chaîne pour un nouveau tour de l'actualité. Bonsoir.